parle-nous du Bitcoin et inspire-nous, François. Merci Olivier. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais entendu le mot blockchain? Bloc quoi? Ouais, bah pour ceux qui ne savent pas, Stéphane, est-ce que tu veux expliquer? Ah. Est-ce que quelqu'un veut expliquer avec ces mots? Vas-y. Alors, bonjour à tous. Alors, je vais essayer d'expliquer ça comme je l'ai compris, hein, mais je comprends pas tout. Alors, pour moi, c'est une révolution technologique qui est un peu la suite d'Internet, si on peut dire ça, ou la plus grande révolution technologique depuis Internet. Et en gros, c'est un grand livre ouvert dans lequel tout le monde peut inscrire de l'information, qui est sécurisé, c'est-à-dire dans lequel on ne peut pas modifier d'informations, et qui est partagé entre tous. Hein. Donc, ça peut servir par exemple dans le milieu bancaire pour faire des échanges en temps réel, à des coûts très très bas et impossible à falsifier. Voilà. C'est ça, c'est un protocole informatique, ouais, pour préciser au début, qui a été inventé en 2009. Oui. Okay. Donc on va voir ensemble, donc évidemment on va commencer de parler de la blockchain pour expliquer à ceux qui ne savent pas ce que c'est, et surtout pour aborder des notions très importantes. On va parler de termes un petit peu techniques, donc il va falloir bien sûr ouvrir grandes ses oreilles et faire le maximum pour me suivre sur mon chemin. En 3, on va voir un exemple concret, plus que concret, une étude de cas de plusieurs milliers de milliards avec une blockchain bien spécifique. Alors autrement dit, est-ce que ça marche? Ouais. Elle n'aime pas la crypto. C'est bon, elle est dans la chaîne. Donc pourquoi vous devez investir dans la blockchain? L'idée de pourquoi vous devez investir dans la blockchain et un exemple de sur quoi vous allez investir sur la blockchain. Donc en gros, je mets ma main à couper qu'après cette intervention, vous allez investir sur la blockchain. Ça vous va? Qui pense que je vais y arriver? Ouais. Est-ce qu'il y a des anti-crypto ici? Des gens qui vraiment... j'aime pas, c'est une arnaque, c'est pas vrai. Alors ça c'est moi, en 2014, aux États-Unis, là je suis fier comme un pape. C'est la première fois que j'entends parler du mot blockchain. Là je suis content. Là j'entends parler du mot blockchain, je suis content. Et en fait, pour tout vous dire, donc j'ai co-créé une start-up, j'ai intégré une start-up là-bas en 2014, et forcément là-bas ils sont vraiment au taquet quoi. Les mecs niveau innovation ils rigolent pas. Et c'est un open space à l'américaine quoi. C'est vraiment on partage les locaux, c'est comme à la télé, et t'entends des mots que tu ne connais pas jusque-là. Et Pascal peut confirmer, il était là avec moi. T'entends des termes comme blockchain, mais à l'époque j'ai rien compris. J'ai capté que dalle. Donc en 2015, je me forme un petit peu, puis je me prends de passion un peu pour le sujet. Pendant des mois et des mois et des mois, je me forme, et je me rends compte qu'en fait, après des mois et des mois d'efforts, je suis toujours à un niveau, j'ai à peine abordé le sujet en fait. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à ce moment-là, en 2015, pour moi, c'est vraiment la révolution la plus importante qui m'est donnée de voir dans ma vie. Alors on y va. La blockchain simplifiée. Donc tu l'as très bien expliqué, mais on va voir encore dans la réalité ce que ça représente. Et le fait est qu'avec les technologies, les grandes révolutions technologiques, au moment où c'est créé, au moment de la création, on ne sait pas ce que ça représente. On ne sait pas réellement, au moment où la personne ou le groupe de personnes crée la technologie, ce que ça représente. Internet, on ne pouvait pas savoir ce que ça représentait, la révolution que ça représentait à l'époque de la création d'Internet, il y a 40 ans. L'imprimerie au XVe siècle, par exemple, ou le moteur au XIXe siècle, on ne savait pas ce que ça allait révolutionner. Et l'exercice qui est plutôt intéressant, et c'est ce qu'on va faire ensemble, c'est de voir ce que ça va représenter dans le futur. Alors pas dans 2 ans, pas dans 5 ans, pas en 2020, ce serait trop facile, mais dans un demi-siècle. Alors on va reprendre les exemples que j'ai donnés. L'imprimerie.
Alors ce qui est assez intéressant, c'est de voir quel vide ça va combler. Quel vide a comblé l'imprimerie? Ça a comblé le vide de la connaissance. Donc plus de perte de savoir, plus besoin d'écrire à la main. Une vraie révolution. Le moteur, au XIXe siècle. Le vide de l'énergie, de la puissance. On n'a plus besoin de l'être humain pour travailler, on n'a plus besoin d'esclaves. Ça a vraiment fait partie de ça, de l'esclavagisme. Ensuite, Internet. Qu'est-ce que ça fait, Internet? Le vide de la distance, mais à tous les niveaux. Du commerce, de la communication. Ça a été une vraie révolution. Donc je suis là pour parler du prochain vide à combler, parce qu'il y a un vrai vide à combler, un vide immense dans notre société. Et il y a une technologie qui a été inventée récemment. Qu'est-ce que c'est? Il y en a qui suivent, c'est bien. Est-ce que quelqu'un sait quel vide ça va combler? Qui a dit? La confiance. Le vide de la confiance. Je vais vous expliquer comment ça va. Je vois les yeux dubitatifs. Je vais un peu trop vite. Le vide de la confiance. En fait, la confiance, c'est ce qui est le plus important dans nos relations humaines. Pour une entreprise, c'est ce qui est le plus important. C'est pas l'argent. La devise la plus importante pour une entreprise, c'est la confiance. Si je te fais confiance, je peux faire une transaction avec toi. La confiance, ça représente des milliers de milliards aujourd'hui. On est bien d'accord. Et donc, au fil des siècles, on a inventé des intermédiaires pour justement pouvoir faire une transaction entre deux personnes, parce qu'on ne peut pas faire totalement confiance à une personne. Aujourd'hui, c'est normal de ne pas faire totalement confiance à une personne, c'est acquis. C'est totalement normal d'avoir une tierce personne, d'avoir une entité qui permette de valider une transaction, de confirmer, de centraliser l'information. Donc évidemment, il y a les banques. Mais il n'y a pas que les banques. Il y a les huissiers, il y a les comptables, il y a les notaires, les investisseurs immobiliers. Vous connaissez bien cet intermédiaire qui vous prend 7% de frais. Il est sympa cet intermédiaire. 90% pour l'État quand même. Et je sais qu'il y en a dans la salle. Et bien tout ça pour vous dire que votre métier va disparaître. Alors, la blockchain va à la fois supprimer les intermédiaires, donc tout ce que je viens de vous dire, pour faire simple, et construire des entreprises de confiance. Plus de banques, plus de notaires, plus de comptables. Est-ce qu'il y en a qui mangent bio ici? Ah, c'est pas mal. Vous regardez la petite étiquette bio qu'il y a sur votre pomme, par exemple. Est-ce que vous êtes sûr d'où elle vient, votre pomme? C'est peut-être le marchand de fruits et légumes qui a imprimé et qui l'a mis sur votre pomme. Vous ne pouvez pas savoir si elle a pris des pesticides plein la gueule. Donc et maintenant, imaginez une entreprise de fruits et légumes qui met en place une blockchain où toute l'information est vérifiable, contrôlable et non falsifiable. Il n'y aura plus aucune fraude. L'information, on atteindra des niveaux de confiance à 100%, par exemple. Ça ressemblera à quelque chose comme ça. Un QR code où on peut tracer le chemin du fruit, de savoir d'où il est parti, quel est le producteur, quel bateau il a pris, quel pesticide il s'est pris, où il est arrivé et pourquoi. Vous allez acheter quelle pomme? La pomme de l'entreprise de la blockchain, forcément, qui va détruire toutes les entreprises qui ne sont pas sur la blockchain. Les entreprises concurrentes, forcément. Vous allez préférer savoir si votre pomme est vraiment bio ou si c'est le marchand qui se fout de votre gueule. J'en connais. Donc toutes les entreprises de la planète sont en péril, au péril d'elles-mêmes, de la version d'elles-mêmes sur la blockchain. Et donc ça, pour les investisseurs, c'est génial. C'est une opportunité comme il n'y a jamais eu dans toute l'histoire de la planète. Ça vous donne envie? Donc maintenant, c'est là qu'il va falloir suivre. L'évolutivité sociale.
Ce n'est pas un terme que j'ai inventé, c'est un terme de Nick Szabo. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Nick Szabo? Il n'est pas vraiment connu, il y a une personne qui connaît là. C'est un précurseur de la cryptographie, qui est vraiment une des personnes les plus respectées du monde de la crypto-monnaie. Donc c'est lui qui a sorti le terme de l'évolutivité sociale. Il a sorti un essai vraiment très complexe, très long, très chiant. Donc je vais essayer de vraiment simplifier la chose et de vous exposer ce que ça représente l'évolutivité sociale. Donc on va revenir un petit peu en arrière, il y a 70 000 ans. Il y a 70 000 ans, il y avait à peu près une dizaine d'espèces Homo. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une. Homo sapiens sapiens. Et pourtant, à l'époque, il y avait des espèces Homo qui étaient bien plus forts physiquement que l'Homo sapiens sapiens, comme Néandertal, à droite. Et d'après vous, pourquoi Néandertal n'a pas eu le dessus sur Sapiens alors qu'il était plus fort que Sapiens? Il n'y avait pas la blockchain. C'est très simplifié. Mais donc c'est l'évolutivité sociale, où tout simplement il avait la capacité de créer un groupe et de former des activités. Donc Sapiens aura toujours le dessus sur Néandertal, que ce soit directement par le combat, par le physique, ou indirectement si vous voulez subtiliser toutes ces ressources vitales. Donc on se retrouve 70 000 ans après avec Homo sapiens sapiens, vous, grâce à ce terme qu'on appelle l'évolutivité sociale. Donc si on devait donner une définition, c'est simplement le fait de rajouter des actions au niveau de l'individu sans avoir à y penser. C'est ça l'évolutivité sociale. Donc je répète, augmenter le nombre d'actions qu'on peut faire sans y penser. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc évidemment, il y a eu des grandes avancées dans l'évolutivité sociale. Il y a le langage. C'est bien pour se faire confiance, le langage. Il y a aussi l'argent. C'est pas mal comme évolution, l'argent. Et puis bien d'autres technologies. Mais là où je veux vous emmener, c'est que plus on augmente en évolutivité sociale, plus on augmente en confiance. Et que la blockchain peut arriver à un niveau d'évolutivité sociale extrême pour atteindre un niveau de confiance à 100%. Aujourd'hui, avec la dernière révolution, la dernière grande évolutivité sociale, Internet, on a ce qu'on appelle la confiance en ligne. On peut noter son fournisseur, son produit sur Amazon, on peut noter son chauffeur Uber, on peut noter son hôte sur Airbnb. On n'a pas besoin de demander le CV au chauffeur Uber parce qu'il a 4,8 sur 5 d'après des centaines de votes. Alors, encore une fois, évolutivité sociale augmente et la confiance augmente. Alors je vais vous exposer quelques petits exemples de projets blockchain sur lesquels j'ai investi pour essayer de vous démontrer ce terme, cette notion de confiance qui va bouleverser notre économie mondiale. Wabi. C'est là qui connaissent Wabi. T'es fan? Pourquoi t'es fan? Déjà parce que c'est une des seules que j'ai découvert tout seul. Ah ouais, j'ai décidé de commencer par Wabi parce que ça démontre exactement cette notion de confiance que j'aborde. C'est un projet qui a été monté pour tout ce qui est lutte contre la contrefaçon. Donc lutte contre la contrefaçon, c'est exactement ça. On est dans la confiance totale. Si vous ne savez pas que le produit en face de vous est un vrai, si ce n'est pas une contrefaçon du marché chinois, vous ne savez pas si vous allez l'acheter. Encore une fois, on revient sur ce qu'on a dit au début. Si je te fais confiance, je peux faire une transaction avec toi. Et Wabi a un concurrent, si je puis dire, VeChain. C'est exactement la même chose, c'est la lutte contre la contrefaçon, mais dans un domaine différent. Wabi, c'est tout ce qui est produit de santé publique. Donc ça touche les produits pharmacologiques, ça touche la nourriture pour bébé. VeChain, c'est plus sur les produits de consommation, c'est-à-dire un sac Louis Vuitton par exemple. Il sera entièrement traçable sur VeChain, et on pourra voir si c'est un vrai ou si c'est un faux, puisque la marque va l'insérer sur sa propre blockchain, et vous, le consommateur, vous allez pouvoir voir effectivement si c'est un vrai ou si ce n'est pas un vrai. C'est intéressant comme projet. J'ai investi sur les deux. Autre domaine,
immobilier. Là, qui sont intéressés, je crois, ici. On va parler de courte durée, de longue durée, très rapidement. À gauche, vous avez le projet Bitoken. Là, il y en a qui ont investi ici. Bitoken, ça a pour objectif de décentraliser Airbnb, d'avoir cette version de Airbnb sur la blockchain, mais sans les frais, beaucoup plus sécurisé. Est-ce que vous préférez passer par Airbnb et payer 15% de frais, ou passer par Binest avec 0% de frais? Parce que grâce à la blockchain, on n'a plus besoin d'avoir toute l'équipe qui est autour. Les contrats intelligents, comme on dit, permettent d'avoir l'ensemble du protocole qui est fabriqué pour qu'il n'y ait personne derrière. Donc 0% de frais, plus aucune fraude. Donc ça, c'est la version courte durée de l'immobilier. Alors, mettre sur la blockchain, c'est un terme, ça veut dire, ça s'appelle tokeniser. Donc si on vous parle de tokenisation de l'immobilier, c'est ça. Et il y a la version longue durée. Là, avec le projet BrickBlock. Il y en a peut-être qui l'ont vu passer. Là, c'est encore plus récent puisque c'est une ICO. Pour ceux qui connaissent le terme, c'est un projet qui n'est pas encore sorti, c'est une levée de fonds. BrickBlock, en fait, tout simplement, va tokeniser l'immobilier et mettre le pendant physique de tel bien sur la blockchain, sur son pendant virtuel. Mais du coup, sans les frais. Sans les frais bancaires, sans les frais de dossier, sans les frais de notaire. Et encore une fois, est-ce que vous préférez acheter un bien qui est sur BrickBlock sans les frais bancaires, sans les frais de notaire, donc le même bien en fait, mais moins cher? Lequel vous allez prendre encore une fois? Ça dépend si on peut négocier. Dans les deux cas, c'est le même bien. Tu peux négocier dès le départ. Autre domaine, le web. Est-ce qu'il y a des e-commerçants dans la salle? Omnitude. On est exactement sur la même idée. On passe du pendant virtuel, physique au virtuel. C'est-à-dire que là, on va avoir le lien direct entre l'entreprise physique, l'entreprise de e-commerce, et l'interne de l'entreprise qui va pouvoir ensuite avoir une intégration complète de son projet. Je ne sais pas si j'ai été clair pour le coup. Ça va faire le lien entre, par exemple, si vous avez un produit AliExpress, pour ceux qui connaissent le dropshipping, avec votre plateforme, ou en tout cas vous, votre entreprise, votre nom, votre marque. Vous allez avoir une intégration complète, c'est-à-dire encore une fois moins de frais, moins d'intermédiaires et moins de fraude. Je suis désolé pour ceux qui vendent des produits à chier sur AliExpress. Dernier projet que je vous présente, BAT. Il y en a qui sont intéressés par BAT, je crois. Ouais. BAT, pour faire simple, c'est un moyen de communication d'un nouveau web browser, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir vendre votre attention sur Internet. Vous allez vraiment être payé pour surfer sur le web. C'est-à-dire qu'au lieu de se prendre des publicités dans la gueule, vous allez dire oui ou non, ou alors en proportion un petit peu de publicité, et vous allez être rémunéré en BAT, donc c'est la crypto-monnaie, pour l'intention que vous allez vendre. Alors on va passer à la troisième partie. Une blockchain a plusieurs milliers de milliards de dollars. Alors jusqu'ici, je vous ai parlé de la version de telle ou telle entreprise sur la blockchain. Par exemple, l'Airbnb décentralisé, Airbnb, la version décentralisée d'Airbnb, ou Uber sur la blockchain, par exemple. Le truc, c'est qu'on n'est pas encore arrivé à the application. The killer app, comme disent les Américains. La vraie révolution qui ne va pas faire que optimiser l'entreprise, qui ne va pas juste mettre une telle entreprise ou telle idée sur la blockchain, mais qui va vraiment révolutionner l'économie globale. Par exemple, Google, ce n'est pas juste un registre énorme de sites internet, ça a permis, grâce à ce qu'on appelle les hyperlinks, les liens, d'avoir une nouvelle façon de chercher l'information et d'avoir de la découverte d'informations. Amazon, c'est pas juste un super giga supermarché. Ça a pris le fait
que le stockage était pas cher, très peu cher comparé à un supermarché, pour proposer un ensemble de produits qu'aucun supermarché ne peut se permettre de proposer. Donc là, l'intérêt, c'est de vraiment trouver l'application qui permettra de révolutionner l'économie mondiale. Alors, il y a une application qui est très intéressante, et c'est peut-être l'idée la plus intéressante que j'ai jamais entendue. Ah, elle n'est pas de moi. Elle est de Scott Belson, qui est connu en France, même dans le monde de la crypto-monnaie. Mais je vais reprendre son idée. C'est de mettre l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers sur la blockchain dans un but bien précis, de s'autofinancer et d'obtenir des propres prêts grâce à la valeur qu'on a déjà créée. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Est-ce que vous suivez? Je m'explique. La logistique, donc appelée supply chain, ça représente 50 000 milliards de dollars sur la planète, les 2 tiers du PIB mondial. Donc en gros, ça représente une très grande majorité des salariés sur la planète. Prenons un exemple. Le petit producteur de café africain. Il a des très grandes contraintes de par l'entreprise d'export. Entreprise d'export qui a des très grandes contraintes de l'entreprise de torréfaction. Elle-même qui a des encore plus grosses contraintes de Starbucks. On est d'accord. Il ne peut pas faire ce qu'il veut, le petit producteur de café africain. Sauf que le problème, c'est que Starbucks a aucun mal à se faire financer 1 milliard de dollars à 3% de taux d'intérêt. Alors que le petit producteur africain, lui, va à peine obtenir 500 dollars de financement à 20% de taux d'intérêt. Et ce qui est paradoxal, c'est que Starbucks étant déjà tellement énorme qu'il y a un taux d'évolution et de croissance assez infime. Alors que la vraie croissance, elle est en Afrique, chez le petit producteur, qui lui peut vraiment, véritablement croître à un niveau très intéressant. Alors, Starbucks, s'il met son milliard cash sur la table, il va pouvoir avoir une croissance de 10%. En utilisant son milliard qu'il a eu à 3%, il peut croître de 10% par exemple. Mais le petit producteur de café africain, s'il met ses 500 dollars sur la table, avec son taux d'intérêt à 20%, il ne va jamais réussir à faire quelque chose de 500 dollars, s'il réussit à avoir 500 dollars de financement. Alors on va faire un petit test de maths, pour bien comprendre ce que ça représente. Il y a 700 000 milliards d'actifs immobiliers et mobiliers sur la planète. C'est vraiment la richesse mondiale, 700 000 milliards. Pourtant, il n'y a que 70 000 milliards d'argent en circulation. Et environ une centaine de milliers de milliards d'actions, de titres et d'obligations. Donc en fait, on se retrouve à avoir une situation où on a 100 plus 70, 170 000 milliards de vraies richesses en circulation. Argent plus actions, sachant que les actions, ça représente les entreprises. Il n'y a pas un souci là? Est-ce que vous voyez le truc? Il y a à peu près les 3/4 de la richesse mondiale qui ne sont pas en circulation. Il y a 170 000 milliards en circulation contre 700 000 milliards de vraies richesses, de biens mobiliers et immobiliers. En fait, la blockchain, elle va faire le lien entre les deux. Si vous pouvez mettre l'ensemble de votre richesse, immobilier et mobilier, sur la blockchain, vous allez faire le lien entre ces 170 milliards seulement vers les 700 000 milliards disponibles sur la planète. Donc on va ouvrir les vannes de 4 fois plus. On va ouvrir les vannes de 4 fois plus de richesse sur la planète. Alors du coup, il y en a un qui est content. Le petit producteur de café, il va pouvoir faire des choses avec ça. Imaginons, s'il met la ferme déjà à sa disposition sur la blockchain et qu'il va obtenir un prêt pour son propre financement grâce à sa richesse qu'il possède déjà. Il va pouvoir croître parce qu'il a eu un prêt avec un financement, avec un taux quasiment nul. Imaginons qu'il veut grossir de 30% grâce
a un matériel bien spécifique qu'il veut obtenir et que normalement il ne peut pas obtenir car il n'a pas de financement. Maintenant, s'il met sa ferme sur la blockchain et qu'il obtient un nombre égal de tokens, est-ce que vous me suivez toujours? Eh bien, il fait ce qu'il veut avec ces tokens. Il peut échanger ces tokens contre d'autres tokens, contre de l'argent ou contre une autre valeur, qu'importe ce qu'il veut faire avec. Et il a un contrat, c'est-à-dire que tant qu'il n'a pas récupéré l'ensemble de ces tokens, il ne peut pas revendre sa ferme. Mais si, grâce à son autofinancement, il peut vraiment croître sa ferme, il va racheter ses propres tokens en ayant sa croissance qui a effectivement augmenté de 30%, ce qu'il n'aurait pu jamais faire s'il n'avait pas eu la blockchain. Imaginez-vous, par exemple, si vous voulez avoir un prêt, à peu près l'équivalent de la valeur de votre maison, ou alors la moitié pour faire un autre projet immobilier. Vous mettez votre maison sur la blockchain et vous demandez un contrat bien spécifique où effectivement, encore une fois, vous ne pouvez pas revendre votre maison tant que vous n'avez pas réobtenu l'ensemble de vos tokens. Vous faites ce que vous voulez avec vos tokens. Si vous voulez avoir un nouveau projet immobilier ou croître votre propre entreprise, vous faites ce que vous voulez. Et là, tout est là, de l'intérieur de la blockchain. On est sur un domaine de 50 000 milliards de dollars, la supply chain, la logistique, qui représente à peu près de 2/3 de la population mondiale. Donc en fait, la blockchain, ça anéantit l'espace entre la carte et le territoire. La blockchain, c'est la carte. Et le monde réel, c'est le territoire. Et la blockchain et le territoire sont tellement similaires qu'on va passer de ce 170 000 milliards de richesses à 700 000 milliards de richesses. Donc la blockchain va à la fois supprimer les intermédiaires et construire des entreprises de confiance. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que oui. J'avais jamais vu ta présentation, François. Allez, on est scotché, je te laisse te lever. Merci François pour ta présentation. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Dans ta présentation, tu démontres que grâce à la blockchain, ça va profiter notamment aux petits Africains. Est-ce que ça ne serait pas un énième outil technologique qui permettra d'accroître encore plus les inégalités et où les plus grandes entreprises seront encore plus gagnantes puisqu'elles seront au mieux en tirées parti, aux dépens, encore une fois, Non, parce que plus tu remontes dans la chaîne logistique, plus les gens ont des difficultés financières ou des problèmes à avoir des financements. C'est-à-dire que tu as la grande entreprise, la grosse boîte, là en l'occurrence Starbucks, qui impacte la suite de l'évolution de la logistique, c'est-à-dire le fournisseur, puis le fournisseur du fournisseur, fournisseur du fournisseur du fournisseur et le producteur. Ils n'ont aucun mal au début à avoir ce qu'ils veulent. Pourtant, c'est pas là qu'il y a la croissance. Alors que le tout petit, oui, là, c'est là qu'il y a la croissance. Et il pourra faire ce qu'il veut grâce à la blockchain. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça marche. Ça va redonner à la fois dans les pays développés de la puissance aux petites entreprises qui ont du mal, et aussi dans les pays en voie de développement, la possibilité à des milliards de personnes en fait de sortir de la pauvreté. Mais il faut quand même que ça passe par la blockchain, et si donc, ces fameuses grosses entreprises sont les premières à franchir le pas et donc à se moderniser, ça peut encore une fois redessiner un autre paysage. En fait, oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que si la grande entreprise y est, le tout petit y est aussi. Parce que quand le tout petit va avoir son prêt et que l'investisseur va investir sur le petit, on va se rendre compte, on va tout de suite avoir l'information qu'il y a déjà plus de commandes de café chez Starbucks. Ou alors que Starbucks a mis le contrat qu'il a sur la blockchain avec le petit producteur, et on va voir qu'il a peut-être un contrat de 5 ans avec Starbucks, ce qui est impossible aujourd'hui. Donc c'est à la fois bien pour le tout petit, et c'est aussi génial pour l'investisseur, parce qu'il va avoir toutes les informations nécessaires. D'accord, merci. Une deuxième question? Ouais. Allez, yes, Chris. Es-tu prêt à mettre tout ton patrimoine immobilier sur la blockchain et tes loyers?
Il a Je déjà crois qu'il me commencé. reste un deuxième joker, donc je l'utilise maintenant, mais j'apprends. François, t'as eu où ton t-shirt? Je te donnerai l'adresse Je veux le même. sur la blockchain. C'est tout. Ouais, moi concrètement, j'ai pas trop compris. En gros, ça veut dire comment ça se passe le principe en gros de mettre sa maison sur la blockchain Ouais. et d'avoir la somme disponible pour investir à côté. Ouais, c'est peut-être comment j'ai pas compris ça au départ. En fait, tu mets ce que tu as déjà à disposition. Alors effectivement, si tu n'as rien de chez rien, tu peux pas te permettre de mettre quelque chose sur la blockchain. Mais imaginons tu es une entreprise qui a déjà créé de la valeur et tu as du mal à te faire financer pour ta propre croissance, en fait, c'est ça. Bah, tu mets à disposition du reste de la planète, d'investisseurs, de te racheter, c'est complexe en fait à comprendre parce que ça n'existe pas. C'est là que la vraie révolution est. De te racheter tes propres parts en quelque sorte qui sont sous la forme de tokens. Par exemple, tu as un bien à 100 000 euros, tu vas avoir X tokens qui représentent 100 000 euros. Tu en fais ce que tu veux. Soit tu les échanges, soit tu les gardes, soit tu les réinvestis. Et au moment de récupérer la somme, tu remets à disposition sur le marché des tokens. Et toi, entre-temps, tu te seras fait financer à 0% et tu auras fait ce que tu veux avec l'argent. Et tu auras impacté ta propre croissance en interne. Est-ce que c'est clair? T'as pas con? En fait, on revient à plusieurs notions fondamentales de l'échange entre l'être humain. C'est un mélange entre le troc et ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que là, ça simplifie à l'extrême, en fait, ce système où on n'a plus besoin d'intermédiaires. Les intermédiaires sont arrivés assez tard dans l'histoire de l'économie et on enlève tout ce qui est banque, tout ce qui est tierce personne et on peut se permettre de financer notre propre croissance. Ouais. Ça peut s'apparenter à ça, même si c'est beaucoup plus compliqué. L'hypothèque, encore une fois, tu as des intermédiaires dans une hypothèque. Et ils peuvent très bien récupérer, se faire de la richesse sur ton hypothèque. Toi, évidemment, si tu fais ça, si tu mets quelque chose sur la blockchain, c'est que tu as confiance entre ta propre croissance. Voilà. C'est-à-dire que si, imaginons tu fais banqueroute, c'est les investisseurs qui récupèrent tes tokens. Bon, en langage financier actuel, ça peut s'appeler une hypothèque, ça peut s'appeler un nantissement, ça peut s'appeler plein de choses. Nicolas, par exemple, ce matin, il vous disait que les garanties, il est encore ici dans la salle, bref, sa résidence principale, le fait d'être propriétaire de sa résidence principale, lève à lever des fonds au-delà de ce qu'il pourrait faire sans cette résidence principale, parce qu'elle est intégralement payée. Donc c'est cette idée-là, en langage 3.0, blockchain ultra connecté avec le monde entier. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc ça limite les frais, tu peux t'auto-financer et c'est sécurisé à mort. Je t'en prie, David. Oui. Donc si j'ai bien compris, déjà au niveau des intermédiaires, aujourd'hui quelqu'un qui investit dans la crypto va pouvoir capitaliser un petit peu sur ces intermédiaires qui vont disparaître. Ouais. Mais là, il y avait la diapo où tu expliques que les actifs physiques sont 700, la bourse c'est 100, la monnaie c'est 70 de mémoire. Et du coup, quand on va pouvoir tokeniser ces 700, finalement, la globalité, donc on va pouvoir avoir la plus-value sur l'absence d'intermédiaire et sur la tokenisation de la totalité des actifs physiques. Aujourd'hui, si tu as besoin de te faire financer, tu vas à la banque, ils appuient sur un bouton et ils créent de l'argent Sur les de crédits. rien du tout. Mais il faut que tu passes par la banque. Là, l'idée, c'est que toi, tu t'appuies sur ce bouton magique et que tu crées ta propre valeur. Donc ça va combler le gap qu'il y a entre les 170 et les 700. Donc ça veut dire que la capitalisation boursière, le potentiel, il est énorme. Enfin, au niveau de la blockchain, il sera adopté. Ça fait x4 par rapport à ce qui existe en termes de valeur qui transite sur la planète. Ouais, et les plus-values, en plus des intermédiaires supprimés, en plus derrière. Voilà. Ça redonne vraiment la puissance au peuple. Donc c'était l'idée primordiale, en tout cas du Bitcoin. Et ça te permet de faire ce que tu veux sans intermédiaire. Donc c'est pas encore trop tard, parce que beaucoup on entend aujourd'hui, on a loupé le wagon. Non, alors ça, voilà, ce que je viens d'expliquer et toute l'idée globale qui est vraiment révolutionnaire sur cette troisième partie, c'est quelque chose qui ne va pas se faire de suite. Ouais, bien entendu, mais dans justement. des années et des décennies.
On passe de, il y en a qui disent on est en retard, là on est avant-gardiste parce que c'est peut-être le futur, quoi. On est au tout début. Voilà, c'est ça, comme l'idée, si tu parlais d'Internet dans les années 70, personne n'utilise Internet dans les années 70, c'est arrivé à peine dans les années 90. C'est va être pareil. C'est-à-dire que c'est ça, cette présentation, c'est plus pour nos enfants. Mais si tu as envie d'investir dessus et de profiter de ce potentiel, de cette différence, c'est maintenant. Ok, parfait, j'ai compris du coup. Oui, François, tu as parlé de. Tu as anticipé déjà la première question que je voulais te poser par rapport à cette nouvelle technologie, parce que je pense que ça ne va pas se faire sereinement. Ouais. Il y a quand même des histoires de monopole qui sont là, et ouais. Je pense que ceux qui détiennent ce monopole n'ont pas du tout l'intention de le lâcher tout de suite. Ouais. C'est pour ça qu'ils s'inquiètent maintenant, alors que ça représente une infime partie, en tout cas au jour d'aujourd'hui, de l'économie globale. Ça représente à peine 1% de l'argent en circulation, et pourtant, ils sont au taquet. Ils essaient de tout légaliser, enfin de tout contrôler, de mettre des choses en place. C'est un signe. C'est un signe, mais est-ce que... D'ailleurs, je pense que ça doit être le cas. Hein, ils n'ont pas dû attendre pour agir. Tu penses bien qu'ils vont aussi utiliser la blockchain à leur avantage, ne serait-ce que, on peut imaginer l'utilisation de la blockchain pour les cartes d'identité, pour tout ce qui est administratif. Ah bah pour tout ce qui est administratif, c'est génial. Mais je vois pas en quoi ça peut poser problème, en tout cas à l'individu. Il y a déjà des pays qui l'ont fait, l'Estonie, ils ont mis toute leur administration sur la blockchain. T'enlèves toute la paperasse, t'enlèves toutes les personnes qui travaillent dans l'administratif, donc ça fait des gains énormes en temps pour l'utilisateur. C'est super intéressant. Certes. Je termine juste par une question pragmatique qui va intéresser tout le monde. Quels sont les... Quels conseils tu donnerais pour investir, dans le sens, quelle plateforme tu utilises dans tes investissements concernant la blockchain? Alors tu peux pas investir sur tout, on est bien d'accord. Il faut que tu investisses en fonction de tes affinités aussi. C'est-à-dire que là j'ai abordé par exemple l'immobilier, le web, tu peux pas investir sur tout. Moi j'ai investi sur à peu près entre 25 et 30 projets blockchain crypto-monnaie. Mais si tu es spécialement dans le domaine de l'immobilier, que ça te touche, que tu sais que ça peut être révolutionnaire et qu'il y a des choses à se faire, tu peux investir là-dessus. Ça, c'est mon premier conseil. Après, à toi de faire tes recherches, il faut faire tes devoirs, comme je le dis souvent, et c'est pas évident, je sais, surtout que sur quelque chose aussi technique. Au bonne mère, Stéphane se réveille. Je t'ai vu au moment où tu fermes les yeux, où tu étais en mode méditation cosmique, karmique. Merci. Yes, Mehdi. Ouais. Quand tu dis on met notre bien sur la blockchain, on dégage la même valeur pour pouvoir faire quelque chose. Oui. Pseudo-crédit. Dans le cas où on ne remet pas l'équivalent sur la blockchain, ce qu'on a déposé en garantie, ça devient quoi? Ah bah, ça devient la possession de celui qui a investi sur ce projet. D'accord, ouais, donc en fait c'est une plateforme d'investisseurs qui font graviter l'argent. Exactement. Entre investisseurs. Sans qu'il y ait personne au-dessus. Qui chapeaute voilà. et qui dirige. L'argent va circuler entre investisseurs et créateurs de richesse. Allez, je t'en prie Stéphane, tu mets... François, merci. En tout cas, c'était clair. Moi, je voulais rajouter un petit quelque chose pour ceux qui hésitent encore en crypto-monnaie, tous, voilà, ou la famille, c'est ceux qui hésitent. Un truc qu'on peut leur dire, mais très très facilement. Imaginez quand Internet a débuté. Les gens ils disaient, mais c'est quoi ce truc-là? Mais ça va servir à rien. Vous imaginez maintenant sans Internet? En termes d'évolutivité sociale, c'est au minimum au même niveau qu'Internet. Donc je pense que vous leur expliquez ça, ils vont vite comprendre. S'ils ne comprennent pas, vous laissez passer. Non, alors ça là, on passera devant. Oui, je voulais
voudrais revenir aux petits producteurs africains. Parce qu'en fait, il n'y a pas que des petits producteurs de café, il y a aussi des gros producteurs de café qui vont pouvoir mettre aussi leurs actifs sur la blockchain. Bien sûr. Et donc devenir encore plus puissant par rapport aux petits producteurs, notamment par rapport à l'achat du foncier, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de creusement des inégalités par absorption justement de ces gros producteurs qui vont devenir encore plus gros et absorber les plus petits et les plus faibles? Et puis, j'en profite, deuxième question, qui contrôle la blockchain? Personne. Ça a été construit pour qu'il n'y ait personne qui contrôle la blockchain, puisque ce sont l'ensemble de la communauté et du partage qui se fait sur la blockchain qu'il y ait du mouvement en interne sur la blockchain. Mais il n'y a personne qui contrôle la blockchain. Justement, ça a été créé, c'est le but premier de la blockchain, c'est que ça soit utilisable par les utilisateurs. Pour ta question sur le producteur de café, ou en tout cas l'entreprise qui serait plus grosse que le petit producteur de café, ça revient au même. C'est-à-dire que là, on est dans un schéma actuel de centralisation en ce moment. Et le problème avec la centralisation, c'est bien dans un monde qui change pas ou peu et qui va pas vite. Parce que dans un monde, en fait, comme le nôtre, qui va très très vite et qui est très changeant, la centralisation, c'est pas bien du tout. Parce que la croissance est de plus en plus compliquée et il faut quelque chose d'autre pour accepter, ou en tout cas pour pouvoir avancer encore plus loin. Et c'est ce fameux gap entre les deux, entre le 170 et le 700, qui va permettre ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Sur la répartition des richesses, quand tu vois la... L'entreprise, elle, en dépend de sa grosseur, ne peut pas se permettre d'avoir la même croissance que le petit. Il ne peut pas faire un 30% juste parce qu'il achète un matériel qui lui permettra d'agrandir son agriculture. Non, mais il peut absorber le petit. Il ne peut pas absorber le petit. Il a besoin du petit. Parce que tu as le producteur, une grosse entreprise qui a des employés, c'est pas un producteur, ça va être centraliser des producteurs pour devenir un fournisseur. On n'est pas à l'extrême de la chaîne là. C'est-à-dire que ton entreprise, elle a plusieurs producteurs, si elle est grosse. On est d'accord? Enfin, là, je faisais le parallèle entre le petit producteur de café africain que tu prenais en exemple. On pourrait dire le petit paysan tel qu'on en avait en France il y a encore 60-70 ans, qui a disparu au profit des grosses exploitations industrielles qui ont absorbé tous ces petits producteurs. Et je pense qu'en Afrique, dans les pays en développement, ça risque de produire la même chose. Mais ils ont besoin, à moins de vraiment mettre tout en termes de machines et d'intelligence artificielle, ils ont toujours besoin de personnes qui seront dans les champs ou des personnes qui seront là en producteurs qui vont vraiment travailler. Ils vont devenir des salariés et qui ne seront plus des producteurs indépendants. Oui, mais qui vont gagner plus. Si. De toute façon, aujourd'hui, un petit producteur dans ce genre d'industrie... Il peut absorber rien du tout. Si le mec, il met sur la blockchain sa richesse, c'est ça qui est bien. C'est qu'il n'y a aucune fraude et que c'est sécurisable et que tout le monde peut vérifier les transactions. Si tu as X valeur, qu'importe, même si c'est un tout petit truc en termes pour ce producteur, si c'est une petite ferme, et qu'il la met sur la blockchain, ça y est, c'est sécurisé jusqu'à la fin de sa vie, il l'aura toujours. Il ne peut pas se faire absorber grâce à la blockchain. Au contraire, ça va donner la puissance à ça. Toi, tu peux toujours te faire absorber par, je sais pas, ta résidence principale ou ta richesse dans le monde d'aujourd'hui. Mais si tu la mets sur la blockchain, personne ne pourra venir te la prendre. Tu auras l'équivalent en token. Tu vois ce que je veux dire? Merci. Une question, je crois, de la personne la plus jeune du séminaire. Adrien, t'as quel âge déjà? 23. Je pense pas être le plus jeune, mais... Bravo pour ta présentation. Tu t'es vachement focus sur la blockchain. Ouais. Par contre, il y a d'énormes projets sur d'autres technologies, genre le IOTA, Tangle. Ouais. Et j'aurais aimé connaître ta vision sur tous ces projets-là et ces autres technologies. Est-ce que tu penses qu'elles vont s'associer, qu'une va remplacer l'autre, ou connaître ta vision? Ouais. Bah, pour ceux qui me suivent de près savent que je suis un grand fan du Tangle et de IOTA. Maître IOTA, pour les intimes. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, il y a une autre technologie qui s'appelle le Tangle et qui est pas vraiment un concurrent de la blockchain, mais qui est en tout cas un autre projet dans l'idée de l'améliorer. La blockchain, plus il y a d'utilisateurs, plus ça devient lent.
plus c'est compliqué. Le Tangle, c'est l'inverse. Plus il y a d'utilisateurs, plus c'est rapide. Donc ça peut être utile pour certains projets, mais pas dans l'idée de décentraliser tout ce qui existe. Ça peut être utilisé pour l'intelligence artificielle, tout ce qui n'est pas palpable en fait. C'est génial. Mais pour ce qui est de tokeniser l'immobilier, de tokeniser le mobilier, la richesse sur la planète, ce n'est pas faisable sur le Tangle. Voilà. C'est du transfert de data à un niveau extrême, le Tangle en fait. Donc ça peut être utilisé pour l'intelligence artificielle effectivement. Okay, une question jusqu'ici. Donc au niveau de l'agriculture, je pense que ça va parler à quelques personnes. Alors, oui. Alors, je suis pas certain que ça marche parce que le libéralisme économique que nous connaissons de nos jours développe surtout la grosse entreprise, comme disait Madame tout à l'heure, et je ne suis pas certain que ça développe le niveau de vie du petit producteur de café africain. Tant qu'il n'y aura pas des accords et un contrôle de cette fameuse blockchain. Je pense que ça peut marcher à condition qu'il y ait un contrôle à ce niveau-là. À quel niveau je suis très sceptique s'il y a un libéralisme qui se pratique. À quel niveau il se fait ce contrôle? Un contrôle politique de la part. Parce que qui impose les prix mondiaux des denrées, aussi bien du café que du... Ce sont les gros producteurs. Le petit subit, lui. Mais le truc, c'est que on est sur une innovation qu'ils ne peuvent pas contrôler. Alors, ils vont essayer de le faire au court terme. Pour ceux qui suivent mes podcasts, j'ai fait un exercice de style où j'ai essayé d'imaginer le Bitcoin dans 20 ans. Et je dis qu'ils vont essayer de le faire, de le contrôler, de le maîtriser pour ne pas perdre leur puissance. Mais l'idée, c'est comme si tu voulais interdire Internet dans un pays. La Corée du Sud essaye de le faire. Mais est-ce qu'un gouvernement ou un pays peut arriver à contrôler Internet? Ce serait un État totalitaire. Ça dépasse un gouvernement ou un pays, c'est des accords mondiaux qui doivent être passés. Et c'est le commerce international qui définit les prix mondiaux des denrées, qui doit permettre aux petits producteurs d'augmenter son niveau de vie. Et maintenant, ça peut passer par le biais de ce système, bien sûr, ça peut marcher, mais à condition qu'il y ait un contrôle au niveau mondial. Parce que là, on est clairement sur une vision éthique du schéma actuel. Ce que je disais tout au début, on ne peut pas imaginer ce que ça représente une innovation quand on la crée. C'est avec le recul. Maintenant, on peut dire, bah oui, Internet, c'est ça, c'est facile. Tu l'utilises. Mais au moment de la création, on ne pouvait pas imaginer une seule seconde ce que ça allait apporter. C'est exactement la même chose. On est au tout début. On ne peut pas savoir comment ça va marcher. On peut tenter de l'imaginer. C'est ce que je viens de faire. C'était mes 40 minutes de présentation. Mais dire ça ne va pas marcher parce qu'il y a quelqu'un qui contrôle, dans l'idée, c'est qu'il n'y ait personne qui contrôle. Parce que on sait très bien que la richesse mondiale, ça profite à 2 à 3% Mais bon, le petit, vous voyez bien en France, pour l'agriculture, s'il n'y avait pas des subventions de la CE pour maintenir le petit agriculteur, il n'y en aurait plus. D'où la révolution de la blockchain. Il n'y aurait plus. Et la subvention qui les donne, c'est contribuable. La subvention et une personne tierce, c'est un intermédiaire. Voilà. Donc la blockchain va remplacer tout ça. Ça va être en quelque sorte le rôle de la blockchain de redonner cette richesse. Ouais, c'est l'idée. C'est l'idée. C'est ce qui. La réalité aujourd'hui des petits producteurs, c'est qu'ils ne contrôlent ni leur prix, ni leur marge, ni le marché. Peut-être que certaines personnes l'ont vécu pendant des dizaines d'années. Ok, il y avait une question aussi juste ici. Salut François, du coup, effectivement, bon, tu prêches un convaincu, mais c'est vrai que présenté comme tu l'as fait, loin de moi l'idée de protéger ceux qui potentiellement se gavent, comme tu l'as précisé, mais on est quand même dans une industrie de services, et du coup, que vont devenir tous ces intermédiaires, finalement? À disparaître. Ok. Moi je suis ok, hein, mais ça va poser quand même quelques petits problèmes, je pense. C'est bon, on a abordé le sujet de l'administration. Mais imagine, tu fais la même chose pour la comptabilité. Tu mets toutes tes informations sur la blockchain et il ne sert plus à rien ton comptable. Ouais, clairement, ils n'auront plus de taf. Ouais. Voilà, si tu supprimes la commission, tous les frais des intermédiaires, ils vont disparaître. Ouais. D'où à peu près la réponse que j'ai donnée.
c'est qu'il n'y aura plus besoin de ces intermédiaires et que la vraie richesse va être redonnée à ceux qui en ont le plus besoin. Ça va sortir ceux qui ont des difficultés de la pauvreté. Donc l'idée c'est de redistribuer la valeur là où elle est vraiment, et y compris jusqu'à la terre, jusqu'aux racines. Ludovic de Marseille. Merci. Moi, ce que je voulais savoir, en fait, c'est que si je comprends bien l'idée, en fait, peu importe petit producteur ou n'importe qui met son bien en échange de tokens. Oui. Et en fait, c'est nous-mêmes qui donnons en fonction de nos biens ces tokens-là, c'est ça? Redis-le moi. En gros, deux personnes mettent leurs biens et ont des tokens en échange. Ouais. Et cette personne qui a, admettons, un bien qui est un peu moindre, moi, je peux lui donner un token que j'ai afin de pouvoir financer son projet, c'est ça? Oui, c'est une possibilité, oui, c'est ça. Mais du coup, quel va être mon intérêt à moi de faire ça si je ne peux pas avoir une majoration? Puisqu'au final, lui, à la fin, il peut le racheter. Imaginons, on reprend le exact même exemple. Donc, l'agriculture, en tout cas la ferme de ce petit producteur, on va dire c'est 100%. S'il augmente de 30%, son entreprise, grâce au token qu'il aura généré, grâce à la croissance, parce qu'il a réussi à avoir un financement à 0% de taux d'intérêt, on va passer de 100 à 130%. On est d'accord? Donc tous ceux qui ont investi dessus ont eu leur token qui passe de 1 à 1,3. Et ils en font ce qu'ils veulent de ce 1,3. Ils peuvent le rééchanger contre autre chose, ils peuvent le sortir en fiat, en euros. Voilà. Salut François, moi je ne connais pas grand chose en crypto-monnaie, mais vu que je suis curieux, je vais quand même poser ma question. Donc si demain j'échange mon bien en token, le token, la valeur de mon bien va quand même être indexée sur la valeur de la monnaie du token. Ouais. Donc on est quand même dépendant de ce cours-là. Est-ce qu'on n'a pas un risque de perte à ce niveau-là? Mais il y aura toujours le même nombre de tokens. Oui. S'il y a 1000 tokens qui représentent la maison, que tu en possèdes, je sais pas, 100 et que tu aurais 900 sur les investisseurs, tu as toujours le même nombre de tokens. C'est juste que ça transite par d'autres personnes qui t'ont donné des tokens pour te financer. D'accord. Il n'y a pas de risque de perte par rapport au cours de cette monnaie, quoi. Là, on n'est pas sur une crypto basique qui fluctue ou... non. D'accord. D'accord, merci. Dernière question de ce côté-là, avant la pause. Décidément, personne pour respiration. Une autre question sur la tokenisation en tant que telle. Voilà, admettons, là on est dans 30 ans, 40 ans, les monnaies classiques ont disparu, il n'y a plus que des tokens. S'il y a un token par projet, il va y avoir des millions de tokens différents, ça va être un petit peu le bordel, non? Ouais, il y en a 1600 là actuellement. Ouais. Sans compter les ICO, donc c'est-à-dire les projets qui ne sont pas sortis encore. Comment on s'y retrouve? Il y aurait peut-être même, si on extrapole, on pourrait presque dire après, il y a peut-être des tokens qui vont se centraliser encore plus pour... c'est exactement le même principe que la bourse et des actions. Ouais. Tu sais combien d'actions sur la bourse? Tu sais pas, il y en a des milliers. Si tu as envie d'acheter X actions de Total, en quelque sorte tu possèdes une infime partie de Total. C'est exactement la même idée. Il y aura une infinie. Il y aura des signaux de plusieurs agglomérats de crypto, ouais, comme un peu le CAC 40 ou je sais pas trop quoi. Ah bah ça c'est plus sur la forme que ça va représenter, oui, mais je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Oui, François, juste, tu as développé la blockchain et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec ce dont on a parlé hier au niveau du minage. Donc, quelle est ta vision pour toi? Quel va être l'avenir du minage par rapport à l'avancée de cette blockchain? Alors, on a un petit peu discuté tous les deux, notamment par rapport à ma vision sur le minage et ma préférence pour le forage, en tout cas le staking en anglais, qui est 100% écologique, qui n'est pas du tout la même façon de créer un token ou une crypto. Donc à toi de voir, quelle vision tu préfères. Après, pour vraiment répondre à ta question, la vision, c'est que, en tout cas aujourd'hui, rien qu'à l'heure actuelle, il y a de moins en moins de minage et de plus en plus de forage. Déjà, en ce moment. Alors c'est la réponse de Yannick et de Steven hier, c'est-à-dire que ça va peut-être jamais disparaître, mais il y aura peut-être une autre proportion en comparaison du staking.
Tu peux expliquer ce que c'est, s'il te plaît, forage, la différence? Alors, tu as le proof of work ou le proof of stake. Le proof of work, c'est le minage ou le mining, c'est ce qu'ils ont présenté hier. Et tu as aussi le proof of stake, le staking, en bon français, le forage. En gros, le minage, c'est super simple, tu passes par une machine qui va créer une crypto. Donc ça demande de l'énergie, ça demande de l'électricité, c'est pas très écologique. Le forage, ça passe par la crypto que tu possèdes déjà. C'est-à-dire que tu mets à disposition ta crypto aux autres utilisateurs. C'est-à-dire que tu mets tes blocs de la blockchain aux autres. Prenez mes cryptos, utilisez pour compléter la blockchain et tu es récompensé, rémunéré en une autre crypto, ce qu'on appelle, le plus connu en tout cas, c'est le gas. C'est une sorte de dividende, pour refaire le parallèle avec des actions. C'est-à-dire que vu que tu les gardes, tu le possèdes et que tu le mets à disposition des autres utilisateurs, on te rémunère. Donc en fait, tu peux faire des revenus passifs grâce à la crypto. Voilà. Et c'est 100% écologique parce que tu n'as pas besoin d'électricité pour ça. Une dernière question ou un mot de conclusion, François? Allez, on a une dernière question là-bas de la part d'un foreur, c'est bien ça? C'est ton métier? Yes, un foreur professionnel, bien concret. Oui, merci pour tout, pour ce petit briefing. Moi, je suis à 100% pour la blockchain aussi, mais j'ai quand même quelques petits points noirs. Déjà, est-ce que tu ne penses pas que ça va faciliter les choses pour des personnes qui sont mal intentionnées? Pourquoi plus avec la blockchain que moins avec l'argent? Moi, étant, je ne veux pas dire geek sur les bords, mais ayant côtoyé d'autres systèmes d'exploitation comme Google ou moteurs de recherche comme ça, je me suis rendu compte que la crypto-monnaie, elle a beaucoup été utilisée par des personnes qui sont mal, voire très mal intentionnées. C'est une impression ou tu as vu les chiffres? J'ai des chiffres, j'ai même des amis à moi qui étaient mal intentionnés, mais oui. Différentes intentions, ouais, bien sûr. Il y en a qui veulent juste acheter des stupéfiants, il y en a d'autres qui veulent acheter d'autres choses. Mais ça reste des mauvaises intentions. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens avec de mauvaises intentions. On peut parler de terrorisme, on peut parler de trafic d'organes, on peut parler de beaucoup de choses. Ça se fait déjà, ça. Ça se fait déjà, mais à un moment donné, ça devient compliqué de faire des transferts de fonds, de prendre une valise de cash, de traverser des aéroports, alors que là, la blockchain peut faciliter toutes ces choses-là. Actuellement, c'est les chiffres d'une étude, c'est pas moi qui l'invente, une étude qui a été faite sur le nombre de transactions, en tout cas malveillantes, sur la blockchain. Ça représente à peu près 1% des transactions crypto-monnaies. Pour l'argent actuel sur la planète, ça représente 1%. Voilà. Donc ça reste un outil, c'est comme le coup du marteau tout à l'heure. Au final, en termes de proportion, c'est à peu près la même chose que l'argent qui est en fiat aujourd'hui. Après, si je peux juste compléter ce que tu as dit, c'est juste un exemple pour que ce soit clair pour tout le monde. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, il y a tellement de portes qui s'ouvrent avec la blockchain. Là, on parle d'un petit artisan, un petit africain qui fait du café, tout ça. Mais là, n'importe qui pourra créer son entreprise, n'importe qui pourra recevoir des fonds sans forcément avoir une banque. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'au final, c'est le peuple, la banque. C'est ce que je pense. Allez, on peut se lever, c'est l'heure de la pause. Merci beaucoup.